OK, donc je vais un petit peu introduire ton intervention. Il s'agit bien sûr de quelle considération mathématique des réseaux de neurones, donc par le doctorant Bazouz Amin de l'Université Hassan I à Stade. Euh, Vous le savez peut-être tous, le machine learning, surtout dans un peu sa version moderne, qui s'appuie sur les réseaux de neurones, sur le deep learning, donc s'est développé avant tout grâce à des approches empiriques. Donc, on a essayé, on a développé des architectures, on a créé des réseaux de neurones et ça a marché. Mais ça a marché parfois contrairement à l'intuition et aux attentes prédites par les mathématiques traditionnelles. Par exemple, normalement, on considérait que le fait d'avoir énormément de paramètres et puis seulement quelques dimensions, ça poserait des problèmes d'instabilité. On prévoyait aussi que le fait d'avoir des modèles avec de fortes non-linéarités et puis aussi complètement non convexes, d'accord, avec beaucoup de minimums locaux, ça poserait des problèmes. Mais tout ça n'a pas eu lieu. On a vu le succès des réseaux de neurones dans beaucoup de domaines et on n'arrive pas jusqu'à aujourd'hui à tout expliquer, à expliquer pourquoi on a tout ce succès des réseaux de neurones. Donc, dans ces webinaires et puis éventuellement dans les conférences et les séminaires qui vont suivre, nous allons beaucoup nous intéresser aux aspects mathématiques, à expliquer pourquoi, pour au moins 3 ou 4 donc objectifs. Le premier, c'est essayer, en comprenant comment les choses se passent, et puis quelles sont quelles sont les mathématiques derrière les réseaux de neurones. Nous allons essayer de proposer des architectures, de nouvelles architectures, ou alors faire évoluer certaines architectures qui existent déjà. Deuxième objectif, améliorer les modèles, d'accord? Donc, proposer des architectures. Deuxièmement, améliorer les modèles en travaillant, par exemple, sur, comme aujourd'hui, on va voir avec Amin, sur par exemple, les fonctions d'activation ou alors sur l'optimisation qu'on utilise dans les réseaux de neurones, ou alors dans la manière dont on fait évoluer les données, eh bien l'information à travers les layers, à travers les couches cachées. Troisième objectif, comprendre le fonctionnement, parce que jusqu'ici, la plupart des réseaux de neurones fonctionnent conformément au concept de boîte noire. On ne sait pas exactement ce qui se passe et pourquoi tout ça se passe comme ça. Donc, le travail sur les questions mathématiques qui sous-tendent ces réseaux de neurones vont nous aider à mieux comprendre, donc à ouvrir la boîte noire et des modèles. Quatrième objectif, c'est que comme j'ai dit au début, les mathématiques n'avaient pas prévu un tel succès pour les réseaux de neurones et pour le deep learning. Ça veut dire que les mathématiques nécessitent elles aussi qu'elles soient revues, qu'elles soient renouvelées. Et donc, le fait d'essayer de comprendre les fondements mathématiques des réseaux de neurones va nous aider aussi à comprendre les mathématiques et aussi peut-être à revoir certaines conclusions qu'on a tirées à partir de notre compréhension des mathématiques, en particulier en ce qui concerne l'optimisation, en ce qui concerne l'approximation des fonctions, puisqu'un réseau de neurones, en fin de compte, ça permet d'approcher certaines fonctions, et aussi éventuellement comment on peut revoir la topologie, la géométrie, etc. Parce que tout ça intervient
d'une manière ou d'une autre dans un peu dans les réseaux de neurones, les statistiques, les probabilités, les approches bayésiennes, etc. Donc, tous ces aspects, on peut mieux les comprendre à travers la compréhension du deep learning, des réseaux de neurones et de leur fonctionnement. Donc, voilà. Aujourd'hui, Amine, donc Amine Bazouz va commencer ou va continuer sur donc ces webinaires autour des approches mathématiques et de la question des mathématiques avec le réseau de neurones. Donc, voilà, tu partages ta présentation, Amine, et tu commences. En attendant, j'encourage tous les doctorants à proposer des interventions. Ce n'est pas forcément des travaux étoffés, complets, mais ils proposent aussi même leurs difficultés. Comme ça, on pourra échanger, contribuer ensemble donc au partage et aux échanges autour de l'intelligence artificielle. Et la présentation de Amine va dans ce sens. C'est pas forcément, donc il vient de commencer son doctorat cette année, donc il y a quelques mois. Donc on ne peut pas s'attendre à ce qu'il apporte des solutions définitives à des questions compliquées, mais l'objectif, c'est de partager un peu ce qu'il est en train de faire. Et comme ça, donc, probablement, il fait réagir d'autres doctorants ou d'autres chercheurs. Voilà, Amine, tu peux commencer. Est-ce que vous m'entendez mieux? C'est bien. Qu'il y ait un écho, Flavois, mais on verra. D'accord. Aujourd'hui, on va présenter quelques considérations mathématiques pour le réseau de neurones. Il y a un problème Flavois quand même, qui est un écho. Donc, il y a un microphone ou il y a soit directement si tu t'approches. Il y a un écho, il y a un bruit de fond. Mais c'est un bruit de fond, il y a un écho de la voix. Maintenant, vous m'entendez? Ah, c'est bien. D'accord, je vais partager maintenant la présentation. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est visible? Là, c'est très bien. Là, tu as grandi, voilà, bien. OK. Aujourd'hui, on va introduire quelques approches qui permettent d'améliorer, d'optimiser un réseau de neurones et améliorer ses performances en prenant en considération certains ajustements avant sa conception et mise en place. Alors, récemment, de nombreux travaux de recherche ont évoqué ce sujet et ont prouvé que la revue des conditions initiales d'affectation des poids ou même la revue des fonctions d'activation peuvent avoir un impact considérable sur la performance d'un modèle deep learning. Alors, dans cette présentation, on va introduire 3 stratégies d'optimisation les plus fréquentes dans les travaux scientifiques récents. En premier, l'apprentissage des fonctions d'activation, puis l'initialisation des poids et la mise en place du taux d'apprentissage et enfin, une conclusion que l'on peut tirer de ces nouvelles approches. Alors, avant d'initier l'apprentissage des fonctions d'activation, on peut avoir un petit rappel des fonctions d'activation classiques, comme la fonction d'identité, la fonction d'échelon unité qui prend une valeur de 0 si x est positif et 0 si non, la ReLU rectified linear unit qui est d'ailleurs la fonction la plus fréquente dans les réseaux de neurones et qui prend la forme de la fonction d'identité si x est positif et la valeur nulle dans notre cas. Il y a aussi l'exponential linear unit c'est comme la ReLU, sauf qu'au lieu d'avoir une valeur nulle, elle prend la forme d'une exponentielle dans la région 0 moins l'infini. Il y a aussi la fonction sigmoïde qui est très utilisée dans les problèmes de classification en permettant d'avoir dans l'output toujours une valeur entre 0 et 1 qui correspond à une probabilité. Et enfin, la fonction tangente hyperbolique qui est utilisée souvent dans les réseaux de neurones récurrents. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait, Amine. Continue. Alors maintenant, on va voir une autre approche pour déterminer les fonctions d'activation optimales.
Alors, l'idéal est d'insérer des paramètres supplémentaires qui vont être appris dans le processus d'apprentissage, à l'instar des poids et des billets. En général, il existe deux familles de fonctions d'activation par apprentissage. Il y a tout d'abord les fonctions d'activation standard paramétrées et fonctions d'activation basées sur combinaison. Alors, pour la première famille, on peut citer par exemple la sigmoïde généralisée avec deux paramètres d'apprentissage, alpha et bêta. Il y a aussi la tangente hyperbolique généralisée. Il y a la fonction switch qui est une fonction sigmoïde mais avec un paramètre alpha et multiplié par x. Et enfin, un relou flexible qui prend la valeur de x plus alpha plus bêta si x supérieur à moins alpha et la valeur bêta sinon. Et toujours, alpha et bêta sont à prendre dans le processus d'apprentissage. Ensuite, pour la deuxième famille, c'est la fonction d'activation par combinaison. On peut par exemple citer la fonction mixte qui est une combinaison entre l'IK-ReLU et ELU, l'adaptative piecewise linear unit, qui est une combinaison de différentes ReLU, mais avec des seuils qui sont aussi des paramètres à apprendre. Et enfin, la S-shaped ReLU, qui est un rassemblement qui ressemble en fait à la fonction classique, mais avec différents seuils. Ensuite, dans le but de tester les performances de ces nouvelles approches, des chercheurs ont fait une étude publiée dans l'article Learning Activation Function in Deep Neural Network. En fait, elle consiste à introduire un problème de classification à deux entrées, un problème de classification simple. Ce sont des entrées qui représentent des coordonnées des points dans un espace bidimensionnel entre -1 et 1. Et on a généré un ensemble de points avec leurs coordonnées comme entrée d'apprentissage. Et on vérifie s'il appartient à une surface sous forme de S dont la fonction est prédéfinie, qu'on suit. Et ensuite, on a fait l'apprentissage avec trois différentes architectures, 2.4.1, 2.120.1 et 2.6.6.1. Et aussi deux nouvelles fonctions d'activation ajustées dont les paramètres sont appris dans le modèle. Alors ici, comme on constate dans la table 2, par exemple ici, on a une meilleure performance pour, si on prend l'exemple de l'architecture 2.4.1, avec un taux d'erreur de 5,15% et 1,66%. Par contre, pour l'architecture 2.121, la performance est presque similaire et c'est l'un des limites de cette approche. Alors, par la suite, on peut conclure qu'il existe des limites pour cette approche d'apprentissage de fonctions d'activation, comme le fait que les fonctions d'activation ne sont pas les seules qui déterminent la performance d'un réseau de neurones. Et on va voir par la suite que l'on peut ajuster aussi l'initialisation des poids pour améliorer le modèle. Aussi, un bon nombre de ces approches proposées est équivalent à l'ajout de plusieurs couches de neurones avec des fonctions d'activation classiques. Et enfin, il n'est pas possible d'avoir une comparaison en se basant seulement sur une architecture donnée. Alors, aussi dans cette partie, on traite le sujet de l'optimisation dans le moment de la conception, et plus précisément dans l'initialisation des poids. Alors, la première approche consiste à affecter aléatoirement des valeurs initiales au poids avant la phase d'apprentissage. Il y a une autre approche présentée par le Kuhn qui consiste à affecter les valeurs initiales en suivant une loi normale d'espérance nulle et de variance 1 sur dl-1 avec dl-1 le nombre de neurones dans la couche précédente. Il y a aussi une autre approche qui consiste à l'initialisation suivant une loi normale avec une moyenne de 0, mais avec une variance 2 sur dl plus dl-1. Toujours avec dl-1, c'est le nombre de neurones dans la couche cachée précédente, et le nombre dl, c'est le nombre de neurones dans l'ARL. Elle consiste aussi à initialiser les poids suivant une loi uniforme. Et enfin, il y a une approche de K-mean qui est similaire aux approches précédentes, mais avec une variance 2 sur NL. Alors, la variation apportée au modèle à chaque étape processus d'apprentissage ou la vitesse d'apprentissage, c'est le taux d'apprentissage. Et il peut être un hyperparamètre plus important. Il va permettre d'améliorer le réseau de neurones pour avoir de meilleurs résultats.
Le taux d'apprentissage contrôle généralement la vitesse à laquelle un modèle de réseau de neurones apprend un problème. Et toujours, on va constater que la valeur par défaut qui est toujours constatée, c'est entre 0,1 et 0,01, ce qui peut représenter en fait un bon point de départ pour notre problème. Il existe deux solutions qui permettent d'optimiser le taux d'apprentissage. La première, ça consiste d'utiliser plusieurs taux d'apprentissage et comparer la performance. La deuxième, c'est d'introduire le taux d'apprentissage comme un paramètre similaire au poids et BI. Or, finalement, pour conclure, nous avons vu que les approches théoriques existent liées à l'optimisation de réseaux de neurones en se concentrant sur leur conception. Et il est toujours possible d'introduire d'autres paramètres dans le processus d'apprentissage autres que le poids et biais. On a vu qu'une bonne initialisation des poids peut avoir un impact significatif sur la performance d'un réseau de neurones. Et finalement, les méthodes d'optimisation est à prendre en considération dans la conception d'un réseau de neurones, mais il faut aussi tenir compte de la particularité du sujet à modéliser. Merci. Merci, Amine. Donc, Amine, bien sûr, avait commencé par présenter les aspects mathématiques des réseaux de neurones. Voilà, donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, je vois dans la messagerie, donc, s'il vous plaît, pour travailler avec les réseaux de neurones, on choisit une fonction d'activation et on essaie de trouver les poids qui la minimisent. Est-ce que c'est ça le travail à effectuer? Donc, Amine, est-ce que tu peux répondre? Donc, En fait, concernant l'apprentissage de la fonction d'activation, ce sont d'autres paramètres que le poids et les biais. Donc, ce sont des paramètres qui sont réservés à la fonction d'activation elle-même. Si on prend l'exemple, par exemple, de la sigmoïde généralisée, il y a deux paramètres alpha et bêta, donc ce sont deux paramètres supplémentaires. D'accord, d'accord. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser parce qu'avant, parfois, on cherche à l'aide de certaines techniques d'optimisation quelle fonction d'activation utiliser. Ici, on intègre des paramètres associés donc à la fonction d'activation dans l'ensemble des paramètres que l'on optimise par rétropropagation. C'est ça, Amine. Donc, on ajoute de nouveaux paramètres au modèle. Exactement. Voilà. Donc, on n'utilise pas donc le choix de la fonction d'activation comme un hyperparamètre avant ou bien un méta. On l'intègre dans le modèle. Donc, le choix, donc on propose plusieurs et le modèle, dans son processus d'optimisation, va choisir la meilleure et qui peut changer d'un exemple à l'autre parce que de toute manière, c'est des paramètres qui vont être ajustés. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que parmi les participants, il y a des gens qui travaillent soit sur la propagation de la COVID ou d'une pandémie, ou alors sur les architectures, les modèles? Est-ce qu'il y a parmi les participants des gens qui, dans les travaux de recherche, sont proches de ce qui a été présenté aujourd'hui? Non. Donc, s'il n'y a pas de… Donc, moi, je vais poser une ou deux questions, en particulier au début pour Amine. Donc, ce que tu as considéré, c'est d'une part les fonctions d'activation et puis le problème d'initialisation et puis le taux d'apprentissage. Donc, pour les non-linéarités, pour les fonctions d'activation, tu as dit que finalement, il se peut qu'il n'apporte pas grand-chose. C'est-à-dire le fait de travailler dessus. J'aimerais bien, si tu peux même afficher
ta présentation. Et Donc, en fait, Ayoub, tu fermes. Ouais, ouais, d'accord. en fait, ça dépend des architectures. Alors, je vais partager mon écran. Tu partages et tu nous montres parce qu'il y avait beaucoup de choses dans les présentations et Il y a j'aimerais bien les revoir partie. Il y a pour les cette fonctions partie. d'activation. Voilà. Et Par exemple, ici, donc tu reviens à la diapositive d'avant, oui. celle, voilà, ici. Tu nous montres, ça c'est un peu le standard. Ça c'est les fonctions d'activation standard. Donc, nous avons bien sûr la sigmoïde, la tangente hyperbolique, la relue, etc. Mais tu essaies d'ajouter des paramètres pour que le modèle lui-même, en fonction des exemples, en fonction, il ajuste les paramètres. Donc, tu nous montres la diapositive suivante. Ce qu'on doit comprendre tout d'abord, c'est que les fonctions d'activation permettent d'ajouter des non-linéarités au modèle. Parce qu'un réseau de neurones, s'il n'y a pas de fonction d'activation, ça va être seulement des matrices multipliées par des vecteurs. Et or, en général, dans un problème de classification, par exemple, les points, les objets, donc, les données ne sont pas forcément linéairement séparables. Donc, on doit ajouter des non-linéarités. Ce qui est fort, ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens avant essayaient d'ajouter des non-linéarités un petit peu prédites, des symétries, des translations, etc., rotations. Mais on a découvert que ce n'est pas suffisant que les réseaux de neurones et les fonctions d'activation telles qu'ils sont présentés ici, avec les fonctions, les linéaires, donc un peu le poids multiplié par les données, donne des résultats extraordinaires par rapport à ce que les gens avaient essayé de faire avant. Tu nous expliques, Adas, Amine. D'accord. En fait, la différence dans la performance, ça dépend des architectures. Par exemple, Mais chez la performance, déjà, tu nous expliques donc, les paramètres. Tu nous expliques parce que beaucoup d'étudiants ne sont pas forcément. Donc, voilà. La sigmoïde généralisée, par exemple. Normalement, nous, on a une sigmoïde qui est 1 sur 1 plus exponentielle moins x. Oui. Lorsque on ajoute le bêta et le alpha, fait l'expression sigma alpha bêta de x, nous avons une autre sigmoïde. Tu aurais dû dessiner, par exemple, l'effet de bêta. C'est quoi l'effet de bêta? Et l'effet de alpha. D'accord? C'est bien de nous montrer quels sont les effets pour voir comment le modèle va les ajuster. On sait très bien que si bêta est grand, ça veut dire que si bêta est grand, ça veut dire que sigma alpha bêta de x va tendre vers alpha. D'accord? Même pour x petit, on s'approche de alpha. Si bêta est petit, si bêta est 0,0001 par exemple, qu'est-ce qui arrive? Et ce qui arrive, c'est que nous avons exponentielle de moins bêta x. Qu'est-ce qui lui arrive pour x? Donc, ça rend le… Normalement, si bêta est grand, positif est grand, et x est positif est grand, qu'est-ce qui arrive? Si x égale à 1 et bêta est grand, ça fait tendre vers alpha. Mais si bêta est très petit, qu'est-ce qui se passe? Si bêta… Voilà, d'accord. Si bêta est petit, c'est l'inverse, ça va tendre vers 0, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, en tout cas, donc, en jouant sur alpha et bêta, on change la forme de la sigmoïde. D'accord. Bien sûr, si alpha est petit, normalement, le alpha, ça change l'intervalle. Au lieu de 0,1, on va de 0 jusqu'à alpha. C'est ça.
le alpha qui est… D'accord. La tangente hyperbolique, c'est un petit peu la même chose. Donc, il y aura donc le alpha, au lieu de moins 1, on va se situer entre… la sortie va se situer entre moins alpha et alpha. Et puis, bêta va faire en sorte que on va tendre vers 0 plus ou moins rapidement, ou bien vers alpha plus ou moins rapidement. Si bêta est grand, ça veut dire qu'on va se diriger vers alpha et x est positif, alors on s'approche de alpha rapidement, si bêta est grand. Sinon, on va se rapprocher de alpha lentement. Donc, ça régule un petit peu, ça modifie le comportement des fonctions d'activation. Et comme on sait que les fonctions d'activation doivent dépendre du problème qui est posé, ils ne sont pas forcément… on veut les adapter, on veut les ajuster. Donc, on va, au lieu de modifier les fonctions d'activation, on va modifier les paramètres, en gros. Donc, dans le premier cas, fonction d'activation standard paramétrée, et dans le deuxième cas, ce sont des fonctions d'activation par combinaison. Ça veut dire quoi par combinaison? Ça veut dire l'utilisation de plusieurs fonctions d'activation en combinaison avec des paramètres aussi d'apprentissage. D'accord. Voilà. Donc, on utilise par exemple le rouleau flexible, mais une combinaison des rouleaux flexibles qu'on a montré dans la première famille. D'accord, c'est ça. Donc la deuxième approche, nous allons mélanger plusieurs fonctions d'activation et le modèle, en fonction des exemples, en fonction des erreurs, dans la phase de rétropropagation, il va adapter le alpha pour dire quelle est la fonction qu'il va utiliser. Par exemple, si alpha égale à 1, dans le premier cas, fonction d'activation mixte, donc si alpha égale à 1, ça veut dire qu'il va choisir la L relue. D'accord? Sinon, si alpha égale à 0, il va choisir la deuxième, la I élue. D'accord, donc je pense que c'est clair. C'est clair? C'est clair. Donc je pose la question parce que je veux que les étudiants, que les chercheurs aussi réagissent. Voilà, donc voilà. Mais Amine a dit quand même que le travail sur les fonctions d'activation, il peut être important, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc, il suffit d'ajouter une couche cachée ou deux couches cachées pour qu'on ait une architecture ou un modèle très performant. Mieux que si on ajuste les paramètres des fonctions d'activation. Par exemple, ici, on a la preuve de ce que vous venez de dire. C'est pour l'architecture, par exemple, ici, dans 2.121. Donc, il n'y a pas une grande différence, par exemple, entre le ReLU et l'APLU, qui est une fonction d'apprentissage. 1,64% de… Il n'y a pas vraiment une grande différence. Oui, on ne gagne pas grand-chose. Il suffit d'ajouter des neurones dans la couche cachée, l'état caché. Oui, justement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons besoin d'une compréhension, et ça, on va y aller doucement, une compréhension de ce qui se passe dans le réseau, dans l'architecture. Pour décider qu'est-ce qui va être intéressant d'optimiser et ce qui n'est pas forcément intéressant à optimiser. Si tu passes à l'optimisation par problème d'optimisation, pas celui-là, le dernier. Par exemple, le taux d'apprentissage, c'est que dans la rétropropagation, on calcule le gradient et puis il n'y a pas la formule ici quelque part. La formule. Non, il n'y a pas la formule. La formule, c'est que, par exemple, le W, c'est un poids. Qu'est-ce qu'on fait? W, on va le transformer en W moins un certain état fois le gradient de L par rapport à W, par rapport à la dérivée, le gradient, la dérivée partielle. Donc, on va dans le sens du gradient descendant. Et puis, on multiplie par un taux d'apprentissage. Donc, voilà.
je ne sais pas si ça va. Donc, par exemple, le poids W, comment on va le… Je n'arrive pas à écrire. Mais ce n'est pas grave, tu gardes. Donc, le poids. Le problème, c'est comment je vais choisir le pas, le taux d'apprentissage. Est-ce que je vais me déplacer, je vais ajuster le poids par moins le gradient complètement, ou bien moins 0,1 fois le gradient, moins 0,01 fois le gradient, ou quoi? En général, les gens utilisent moins 0,01, ou alors au début, ils utilisent moins 0,1 fois le gradient, et après, ils utilisent moins 0,01 et puis moins 0,001, etc. Parce que quand je m'approche du minimum local, je ne dois pas faire un grand pas pour ne pas le dépasser. Mais au début, je suppose que je suis loin du minimum. Donc, je peux utiliser un taux d'apprentissage assez important. Donc, ce qui est intéressant avec l'optimisation et avec l'apprentissage, c'est que si on parle à la plupart des mathématiciens, ils vont dire que ce n'est pas intéressant d'aller dans le sens du gradient avec des pas. Bon, parce que c'est naïf, ce n'est pas intelligent. Les mathématiciens ont développé beaucoup de techniques d'optimisation. Mais le problème, c'est que toutes les techniques ne marchent pas très bien. La technique qui marche le mieux, c'est celle-là, la plus simple. Détecter la direction du gradient et aller vers moins le gradient. Déplacer, ajuster le paramètre ou modifier le paramètre dans le sens… Et les gens ont trouvé que c'est la meilleure, alors que, comme j'ai dit, dans les techniques d'optimisation, on a développé énormément d'autres techniques beaucoup plus sophistiquées. Et l'importance de cette technique naïve, et on appelle naïve, c'est qu'elle permet de ne pas tomber dans des minimums locaux inutiles, des points cèdres. Voilà, donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Dans le commentaire, il y a Docteur Meriem nous dit tangente hyperbolique de x égale à alpha 1 moins exponentielle moins bêta x et non pas 1 plus exponentielle moins bêta x. C'est une erreur. Oui. C'est 1 moins. Donc, on a fait le numérateur pour que… Voilà, il y a une erreur, il faut qu'il y ait. Et là, peut-être dire la souris ou la chenou, tu écris, dire moins, il a qu'un explique. Voilà, c'est mieux. Voilà, donc nous avons… bien sûr, on a une tangente hyperbolique qui est aussi paramétrée. Voilà, donc, je ne sais pas s'il n'y a pas de questions. On vous remercie. La semaine prochaine, nous aurons Rachid et il fait aussi, donc le doctorant de l'Université Hassan Ier. On va, Rachid va parler du NLP. Et Oumeima va parler des réseaux, les réseaux en capsule. J'avais dit Rachid va parler d'analyse des sentiments pendant la COVID-19. Et puis, il va utiliser certainement les NLP, Natural Language Processing, pour analyser les sentiments. Voilà, donc je vous remercie s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de complément aussi. Pour Amine, on n'a pas posé de questions à Ayoub, mais on laissera parce que seulement une petite remarque par rapport à Ayoub, c'est que, et pour les participants, les LSTM permettent, donc, puisqu'ils permettent de traiter tous les systèmes qui évoluent dans le temps, tous les systèmes qui évoluent dans le temps, en particulier la propagation, puisqu'il évolue dans le temps. Donc on parle de série temporelle ou de spatio-temporelle. Donc, et les graphes, ils ajoutent une certaine connaissance aux données, notamment les liaisons ou bien
bien les contacts entre les individus dans un espace, dans une région. Et donc, il n'y a pas de contradiction. Ils se complètent. Donc, on peut et d'ailleurs, c'est ce que Ayoub a présenté vers la fin. Et c'était très intéressant de laisser vers la fin le fait de combiner des modèles, donc basés sur LSTM ou autre chose, avec le message passé, d'accord, l'échange de messages qui sont utilisés dans le réseau de neurones, ou alors les convolutions qu'on utilise aussi dans les graphes. Voilà, donc le message passé ou les convolutional graph neural networks, GNN. Pardon, monsieur? Oui. Bonjour. Bonjour. Amrine Timouyas. Je voulais juste, puisqu'on a parlé des fonctions d'activation, je voulais juste ajouter quelque chose parce que dernièrement, j'ai vu un article qui parle pour les ReLU, la fonction d'activation ReLU. Ils ont essayé de faire des quantum ReLU pour résoudre le problème des dying. Oui. Comment ça s'appelle? Les dying ReLU. Oui, les valeurs qui s'annulent. Oui. Non, apparemment, moi, j'ai pas encore lu tout l'article, mais ils ont ajouté comme une fonction linéaire décroissante en respectant certains paramètres pour résoudre ce problème. D'accord. Donc, oui, parce que dans la ReLU, nous avons 0 pour tous les nombres négatifs. Oui. D'accord. Et donc, ça élimine quelques informations. Bien sûr. Voilà. Ça élimine des informations. Oui, il a des aspects négatifs, bien sûr, parce que ça élimine certaines informations, mais il a aussi quelques aspects positifs. C'est que ça permet c'est comme un drop-out, c'est-à-dire ça évite le surapprentissage. Donc, bien sûr, ça réduit aussi le coût, puisqu'on calcule moins de… Et puis, mais bien sûr, c'est problématique. Et je pense on va s'orienter beaucoup plus vers, on dit task, je sais pas, task, donc adapté aux tâches. On ne peut pas, il est difficile de dire, voilà, de trancher, de dire, voilà, la ReLU c'est toujours bien ou c'est mauvais. Ça va dépendre. Et donc, ce qu'a présenté Amine est intéressant parce que l'idéal, c'est de laisser l'algorithme apprendre et décider de lui-même comment gérer les… Donc, par exemple, la méthode que vous dites avoir vue dans un article, on peut l'ajouter avec un coefficient, avec alpha. Donc, ça va être alpha, c'est là, plus bêta, la ReLU simple. Et puis, laisser donc l'algorithme ajuster la valeur de alpha en fonction de ses besoins, des erreurs qu'il commet quand il utilise une ou l'autre. Oui, ça peut être intéressant. Oui, c'est vrai. Voilà, merci. Merci à vous. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a des questions, d'autres questions. Et comme j'ai dit, c'est intéressant d'analyser, de voir un peu les ReLU et les fonctions d'activation et le taux d'apprentissage, mais il est beaucoup plus intéressant, et ça, on va y aller doucement, d'avoir un recul et de décider de l'architecture complète, de l'approche complète. Les gens aujourd'hui commencent à parler de réseaux bayésiens et puis à utiliser la théorie de l'information, la physique statistique, et des choses très riches et qui vraiment bouleversent et permettent, comme a dit Amine, on gagne énormément en termes de précision, de performance, au lieu de rester dans les détails d'un réseau, d'une architecture qui est définie. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, mais on doit voir les deux. Et voir ça parce que, regardez, dans un réseau convolutionnel, dans un réseau de neurones convolutionnels, qu'est-ce qui se passe? On prend donc et aussi dans les GNN qui ont été présentés par
Ayoub ici, utilisé par Ayoub. Donc, au début, on s'intéresse à des choses locaux, à l'aide des filtres. Dans la couche suivante, convolutive, on va s'intéresser à quelque chose de plus large. Et au fur et à mesure qu'on va dans le réseau de neurones, vers la sortie, on va s'intéresser à des choses beaucoup plus larges, puisqu'on combine, puisqu'il y a une combinaison dans le réseau convolutif. Donc, de la même manière, dans les architectures de réseaux de neurones, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe au niveau des fonctions d'activation, fonction du taux d'apprentissage, etc. Mais après, voir qu'est-ce qui se passe dans les liaisons entre les couches. Et puis après, dans les liaisons entre beaucoup de couches. Et puis, une sorte de LSTM, mais appliqué aux couches. D'accord? Comme une série temporelle. Et puis voir un peu qu'est-ce qui se passe, toute l'architecture. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on fait passer des données? Est-ce qu'on peut juger de l'information d'une… D'accord? Donc, il y a des aspects intéressants. Donc, il faut qu'il y ait un axe d'échelle, d'accord, à analyser et peut-être à combiner. C'est-à-dire combiner ce qui se passe au niveau d'une couche à l'intérieur, des fonctions d'activation, avec ce qu'on fait à l'extérieur lorsqu'on propage les données entre les couches. Voilà, donc je pense, merci à tout le monde. Et donc à jeudi prochain. Merci. Alors, au revoir. Merci.